L'ivresse et le réveil. La France vient de franchir une ligne rouge historique, un seuil psychologique que les économistes pensaient infranchissable sans provoquer une mise sous tutelle immédiate, les 3 000 milliards d'euros de dette publique. Ce chiffre est si colossal qu'il en devient abstrait. Pour le visualiser, imaginez que chaque bébé qui naît ce matin dans une maternité française porte déjà sur ses frêles épaules une dette de 47 000 euros avant même d'avoir poussé son premier cri. Pendant 40 ans, la France a vécu dans une douce euphorie, financée par des taux d'intérêt artificiellement bas et la bienveillance des marchés internationaux, persuadée que son exception culturelle s'appliquait aussi aux mathématiques. Mais l'époque de l'argent gratuit est révolue. Le réveil est brutal et la gueule de bois s'annonce sévère. Avec la remontée des taux d'intérêt mondiaux, cette montagne de dette n'est plus une simple ligne comptable indolore. Elle devient un monstre vorace qui commence à dévorer le budget de l'État de l'intérieur. Pour la première fois, la charge de la dette, c'est-à-dire les seuls intérêts payés aux créanciers, s'apprête à devenir le premier poste de dépense de la nation, dépassant les budgets de l'éducation nationale et de la défense. L'État français ne travaille plus pour éduquer ses enfants ou protéger ses frontières. Il travaille d'abord pour payer ses banquiers. Cette situation n'est pas le fruit du hasard ou d'une crise passagère comme le Covid ou la guerre en Ukraine. C'est le résultat mathématique de 50 années de déni politique, de droite comme de gauche. Depuis 1974, la France n'a pas voté un seul budget à l'équilibre. Elle a construit un modèle social généreux, envié par le monde entier, mais elle a oublié de le financer par la production de richesses. Elle l'a financé par la carte de crédit. Aujourd'hui, la carte est pleine et le terminal de paiement affiche « refusé ». Les conséquences pour votre avenir ne seront pas théoriques. Elles seront immédiates et tangibles. La fin de l'abondance budgétaire signifie mécaniquement la dégradation des services publics, la hausse de la fiscalité sur les classes moyennes et l'insécurité de l'épargne. Le contrat social français, basé sur la promesse que l'État s'occupe de tout de la naissance à la mort, est en train de se briser sous le poids de ses propres engagements financiers. Nous entrons dans une ère de turbulence où l'État, pour survivre, devra inévitablement renier ses promesses. Dans ce documentaire vérité, nous allons autopsier la faillite française. Nous allons voir comment le mécanisme de l'effet boule de neige rend le remboursement impossible. Nous analyserons pourquoi l'assurance vie, le placement préféré des Français, est devenu un piège potentiel. Et nous tracerons les scénarios réalistes pour les 10 prochaines années. De l'austérité brutale à la confiscation de l'épargne. Ce n'est pas un discours pessimiste, c'est une analyse de survie. Voici ce qui attend la France, et comment vous pouvez vous y préparer. Chapitre 1. L'engrenage fatal, 1974-2024. Tout a commencé insidieusement, presque invisiblement, à la fin des 30 Glorieuses. En 1974, après le premier choc pétrolier, la France vote son dernier budget excédentaire. Depuis cette date, chaque année sans exception, l'État a dépensé plus qu'il n'a gagné. Au début, ces déficits semblaient justifiés. Il fallait amortir les chocs sociaux, soutenir l'industrie, construire des infrastructures. On appelait cela la relance keynésienne. Les politiciens promettaient que la croissance future rembourserait la dette présente. C'était un pari sur l'avenir, mais un pari que la France a perdu année après année. La mécanique de la dette a ceci de pervers qu'elle est exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Quand la dette grossit, les intérêts augmentent. Pour payer ces intérêts, l'État doit emprunter encore plus, ce qui fait grossir la dette, et donc les intérêts. C'est un cercle vicieux mathématique. Dans les années 80 et 90, la dette a doublé, puis triplé, mais la France était riche, et les marchés avaient confiance. On a continué à ajouter des étages à la maison de cartes, en finançant non pas des investissements productifs, usines, recherche, mais des dépenses de fonctionnement courantes et des transferts sociaux. L'entrée dans l'euro a agi comme un puissant anesthésiant. Protégée par la crédibilité de l'Allemagne et de la monnaie unique, la France a pu emprunter à des taux historiquement bas, bien inférieurs à ce que sa santé économique réelle aurait justifié. Cette facilité a désincité toute réforme structurelle. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi réduire la dépense publique, alors que l'argent coule à flot et ne coûte presque rien? La classe politique française a utilisé l'euro non pas comme un outil de rigueur, mais comme une facilité de caisse illimitée pour acheter la paix sociale à crédit. Puis sont arrivées les crises majeures, 2008 et 2020. Face à la crise des subprimes puis à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a adopté la stratégie du « quoi qu'il en coûte ». L'État a nationalisé les salaires, subventionné les entreprises, distribué des chèques. C'était nécessaire pour éviter l'effondrement social immédiat. Mais cela a fait exploser le compteur. En quelques mois, nous avons ajouté autant de dettes que lors des décennies précédentes. La digue a rompu. La notion même de contrainte budgétaire a disparu des esprits. Aujourd'hui, nous payons l'addition de cette ivresse. La dette n'est plus une solution, elle est le problème.
Avec 3 200 milliards d'euros, la France a rejoint le club des pays trop endettés pour grandir. Les études économiques montrent qu'au-delà de 90% de dette sur PIB, la croissance ralentit structurellement car l'économie est étouffée par le poids du passé. La France est piégée. Elle a besoin de croissance pour payer sa dette, mais sa dette l'empêche d'avoir de la croissance. L'engrenage est verrouillé. Le plus inquiétant est la dégradation de la signature française. Les agences de notation, longtemps complaisantes, commencent à dégrader la note de la France. Les investisseurs étrangers, qui détiennent 50% de notre dette, commencent à poser des questions gênantes. Si demain ils décident de ne plus prêter à la France ou d'exiger des taux d'intérêt punitifs, le spread, le pays se retrouvera en cessation de paiement en quelques semaines. Nous sommes à la merci de la confiance des marchés, une confiance que nos fondamentaux économiques ne justifient plus. Chapitre 2. La fin des services publics. L'austérité qui ne dit pas son nom. La conséquence la plus visible de cette explosion de la dette sera la dégradation inévitable de ce qui fait la fierté de la France, ses services publics. On entend souvent dire que la dette sert à financer nos hôpitaux et nos écoles. C'est devenu faux. Aujourd'hui, la nouvelle dette sert essentiellement à rembourser l'ancienne et à payer les intérêts. L'argent est aspiré par le passé, laissant le présent et l'avenir sans ressources. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Le service de la dette chasse les dépenses utiles. Regardez l'état de l'hôpital public. Malgré des budgets en hausse apparente, les services d'urgence ferment, les soignants démissionnent, les délais d'attente explosent. Pourquoi ? Parce que l'argent est mangé par la bureaucratie et les frais financiers. L'État n'a plus les marges de manœuvre pour investir massivement dans la santé. Nous allons vers un système à deux vitesses. Un hôpital public paupérisé pour ceux qui n'ont pas le choix et des cliniques privées performantes pour ceux qui peuvent payer. C'est la fin de l'égalité réelle devant la santé. L'éducation nationale suit la même trajectoire. Les bâtiments se dégradent, les professeurs sont mal payés par rapport à la moyenne européenne, et le niveau scolaire chute. L'État n'a plus les moyens de revaloriser substantiellement les salaires, sans creuser encore le déficit. On assiste à une paupérisation de la fonction publique de terrain, profs, policiers, infirmières, tandis que l'administration centrale continue de croître. C'est le paradoxe d'un État obèse, mais impuissant. Pour tenter de colmater les brèches, le gouvernement va devoir faire des choix douloureux, ce qu'on appelle pudiquement la rationalisation des dépenses. En réalité, c'est de l'austérité déguisée. Moins de remboursement de médicaments, moins d'allocations chômage, recul de l'âge de la retraite, désindexation des pensions. Ces mesures ne seront pas prises par idéologie, mais par pure nécessité comptable. Quand la caisse est vide, on coupe dans ce qui coûte le plus cher, le social. Les infrastructures, elles aussi, vont souffrir. Les routes, les ponts, le réseau ferré secondaire, les réseaux d'eau nécessitent des investissements massifs de maintenance. Mais la maintenance est facile à sacrifier budgétairement, car ses effets ne se voient qu'à long terme. Nous risquons de vivre une tiers-mondisation lente de nos infrastructures, avec des pannes plus fréquentes, des transports moins fiables, et une dégradation du cadre de vie, faute de crédit d'investissement. Enfin, la sécurité régalienne, police, justice, armée, sera mise sous tension. Dans un contexte géopolitique instable, la France devrait réarmer massivement. Mais comment financer un effort de guerre ou de sécurité intérieure quand on est déjà étranglé par la dette ? La souveraineté de la France est directement menacée par son insolvabilité. Un pays endetté ne peut pas dire non à ses créanciers, et il ne peut pas financer sa propre défense à la hauteur des enjeux. La dette est une faille dans l'armure nationale. Chapitre 3. Le matraquage fiscal. Qui va payer l'addition ? Face à l'impasse budgétaire, le réflexe pavlovien de l'État français a toujours été le même, augmenter les impôts. La France est déjà championne du monde des prélèvements obligatoires, autour de 45% du PIB. Mais la logique mathématique de la dette va pousser les gouvernements successifs à chercher de l'argent partout où il se trouve. Le mythe selon lequel on fera payer les riches ne suffira pas, car les riches sont mobiles et leur base fiscale est trop étroite pour combler un trou de 3 000 milliards. C'est la classe moyenne qui sera la cible réelle. La première cible sera l'épargne immobilière. Les propriétaires sont des cibles faciles, car ils ne peuvent pas délocaliser leurs biens. Attendez-vous à une explosion de la taxe foncière dans toutes les communes, poussée par la baisse des dotations de l'État. La réforme des valeurs locatives, la taxation des plus-values sur la résidence principale, un tabou qui pourrait tomber, ou l'augmentation des droits de succession sont des pistes déjà sur la table des technocrates de Bercy. Être propriétaire en France deviendra un luxe fiscalement lourd. La consommation sera également mise à contribution. La TVA est l'impôt le plus efficace et le plus rentable. Une hausse de quelques points de la TVA, peut-être sous couvert de TVA sociale ou de TVA écologique, est un scénario très probable. Cela amputera directement le pouvoir d'achat des ménages, augmentant le coût de la vie au quotidien.
C'est une manière de faire payer la dette par tout le monde, y compris les plus modestes, de manière diffuse. L'épargne financière ne sera pas épargnée. L'assurance vie, ce couteau suisse patrimonial des Français, bénéficie aujourd'hui d'avantages fiscaux considérables, notamment sur la succession. Ces avantages sont une anomalie budgétaire que l'État, aux abois, sera tenté de raboter. Augmentation des prélèvements sociaux, CSG, CRDS, allongement de la durée de détention pour l'exonération, voire taxation des superlivrets. L'épargnant était vu par l'État comme une réserve de cash disponible. Les entreprises subiront aussi la pression. Malgré les promesses de stabilité, les taxes de production, les charges sociales ou l'impôt sur les sociétés pourraient être ajustés à la hausse ou les niches fiscales supprimées. Cela pèsera sur la compétitivité des entreprises françaises, réduisant l'investissement et l'emploi, ce qui, ironiquement, réduira les recettes fiscales à long terme. C'est le cercle vicieux de la trop-fiscalité qui tue l'assiette fiscale, courbe de l'affaire. Enfin, n'oublions pas l'impôt le plus insidieux, l'inflation. L'État a tout intérêt à laisser l'inflation courir un peu plus haut que les salaires. Cela augmente mécaniquement les recettes de TVA, les prix montent, et gèle les dépenses si les salaires des fonctionnaires ne suivent pas. L'inflation est un impôt caché sur le cash et les salaires, qui ne nécessite aucun vote au Parlement. C'est la forme de taxation la plus probable pour les années à venir, une érosion lente de votre niveau de vie pour assainir les comptes publics. Chapitre 4. Le piège de l'assurance vie. Loi Sapin 2 et fonds euro. Le danger le plus immédiat pour le patrimoine des Français se situe là où ils se sentent le plus en sécurité, l'assurance vie. Avec pile 900 milliards d'euros d'encours, c'est le coffre-fort des Français. La majorité de cet argent est placé sur des fonds en euros, garantis en capital. Mais de quoi sont composés ces fonds? Majoritairement d'obligations d'État françaises, OAT. En d'autres termes, votre épargne sécurisée est en réalité une créance sur un État surendetté. Le mécanisme est redoutable. Les assureurs ont acheté des obligations d'État il y a quelques années, quand les taux étaient à 0% ou 1%. Aujourd'hui, avec les taux à 3% ou 4%, la valeur de marché de ces vieilles obligations s'est effondrée, mécanique obligataire de base. Quand les taux montent, la valeur des vieilles obligations baisse. Les assureurs sont assis sur des moins-values latentes massives. Tant que personne ne retire son argent, tout va bien. C'est une fiction comptable. Mais si les épargnants paniquent à cause de l'inflation, d'une dégradation de la note de la France ou d'une crise politique, et demandent massivement à retirer leur argent pour le mettre ailleurs, sur des comptes à terme plus rémunérateurs ou de l'or, les assureurs devront vendre leurs obligations à perte pour rembourser. Cela provoquerait instantanément la faillite du secteur de l'assurance en France. Le système est illiquide en cas de panique, bank run. C'est pour éviter ce scénario catastrophe que l'État a voté, en toute discrétion, la loi Sapin 2 en 2016. L'article 49 de cette loi est une arme de dissuasion massive contre les épargnants. Il autorise le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, sur simple décision administrative, à bloquer les retraits sur tous les contrats d'assurance vie en France. Vos rachats peuvent être suspendus, limités ou retardés pendant 3 mois, renouvelables. Imaginez la situation. La crise éclate, vous avez besoin de votre argent pour acheter une maison, payer des études ou simplement fuir l'inflation. Vous contactez votre assureur et il vous répond « Désolé, conformément au décret du HCSF, vos avoirs sont gelés. Vous voyez votre argent sur l'écran, mais il ne vous appartient plus vraiment. Il est pris en otage pour sauver la solvabilité de l'État et des assureurs. Ce n'est pas de la science-fiction. Des mesures similaires ont été utilisées à Chypre, en Grèce, au Liban. La loi Sapin 2 est la preuve juridique que l'État anticipe ce risque. L'assurance vie n'est plus un placement liquide garanti. C'est un placement qui peut devenir illiquide exactement au moment où vous en aurez le plus besoin. C'est le piège parfait. Votre épargne sert de collatéral à la dette de l'État, et l'État a le pouvoir de verrouiller la porte de sortie. Chapitre 5. La crise des retraites. La promesse brisée. Le système de retraite par répartition est le pilier central du modèle social français. Il repose sur une promesse intergénérationnelle. Les actifs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui, en espérant que les actifs de demain paieront pour eux. Ce système fonctionne à merveille dans un pays avec une démographie dynamique et une forte croissance économique. La France de 2025 n'a ni l'un ni l'autre. Nous sommes face à un mur démographique. Les chiffres sont implacables. Dans les années 1960, il y avait 4 cotisants pour 1 retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 pour 1. D'ici 2040, nous approcherons du ratio 1,2 pour 1. La base de la pyramide se rétrécit, moins de naissances, entrée tardive sur le marché du travail, tandis que le sommet s'élargit, papy boom, espérance de vie.
Mathématiquement, le système est en faillite structurelle. Il ne peut plus s'équilibrer sans ajustements brutaux. L'État a 3 leviers et il a déjà commencé à les activer tous, mais cela ne suffira pas. Reculer l'âge de départ. La réforme à 64 ans a mis le pays dans la rue, mais elle est déjà obsolète financièrement. Il faudra aller à 65, 66, 67 ans, comme nos voisins européens. Baisser les pensions. C'est politiquement impossible de dire « nous baissons les retraites ». Alors l'État utilisera l'arme de la désindexation. Les pensions augmenteront moins vite que l'inflation. Chaque année, le pouvoir d'achat des retraités sera grignoté de 1% ou 2%. Sur 10 ans, c'est une baisse de 15% à 20% de la pension réelle. Augmenter les cotisations? Mais le coût du travail en France est déjà l'un des plus élevés au monde. Augmenter encore les charges tuerait l'emploi et la compétitivité, aggravant le problème. Le scénario le plus probable est une paupérisation massive des futurs retraités. Le taux de remplacement, le pourcentage du dernier salaire que vous touchez à la retraite, va s'effondrer. Les cadres et les classes moyennes découvriront que la retraite d'État ne suffit plus pour vivre dignement, payer les soins de santé et le chauffage. La retraite ne sera plus l'âge d'or, mais l'âge de la précarité pour des millions de Français. De plus, le Conseil d'orientation des retraites, CER, publie régulièrement des rapports alarmants sur les déficits à venir qui se chiffrent en dizaines de milliards. Ces déficits devront être comblés par le budget général de l'État, qui est lui-même en déficit de 150 milliards. C'est le serpent qui se mord la queue. La dette sociale va fusionner avec la dette financière pour créer une crise de solvabilité globale de la protection sociale française. La promesse de 1945 est brisée par la démographie de 2025. Chapitre 16. Votre stratégie de défense, comment se débancariser. Face à ce tableau sombre mais réaliste, la passivité est suicidaire. Si vous laissez votre destin financier entre les mains de l'État français, vous acceptez d'être la variable d'ajustement de sa faillite. Vous devez reprendre votre souveraineté économique. La première étape est psychologique. Il faut accepter que l'État-providence ne pourra plus vous protéger comme avant. Vous devez devenir votre propre assureur, votre propre banquier, votre propre fonds de pension. La stratégie de défense repose sur la diversification hors du risque France. Il ne s'agit pas de quitter le pays physiquement, sauf si vous le souhaitez, mais de délocaliser votre patrimoine. Ne gardez pas tous vos œufs dans le panier hexagonal. Diversification bancaire. Ouvrez un compte bancaire dans un pays de la zone euro plus solide, comme l'Allemagne ou le Luxembourg, ou hors zone euro, Suisse, Singapour, si vous avez les moyens. Cela vous protège contre un blocage spécifiquement français ou une faillite d'une banque nationale. Sortie des fonds euros, réduisez votre exposition à l'assurance vie fonds euros. C'est l'actif le plus vulnérable à la répression financière et à la loi Sapin 2. Préférez les unités de compte investies dans des actions mondiales, ETF World, qui profitent de la croissance hors de France. Ensuite, protégez-vous contre la dévaluation monétaire et l'inflation. L'or physique est indispensable, c'est l'antidette. En cas de crise de la dette souveraine ou de retour du franc dévalué, l'or explosera en valeur locale, préservant votre pouvoir d'achat. Stockez-le en dehors du système bancaire, coffre privé ou à domicile sécurisé. Le Bitcoin joue également un rôle de couverture asymétrique contre le risque systémique et la censure financière. Une petite allocation 1,5% peut servir d'assurance contre la faillite des monnaies fiat. L'immobilier, pilier des Français, doit être repensé. L'immobilier locatif en France devient une cible fiscale et réglementaire, DPE, encadrement des loyers, taxes foncières. Il est illiquide. Privilégiez votre résidence principale, votre toit et votre sécurité, ou de l'immobilier papier, international, rate, pour ne pas subir la fiscalité locale directe. Si vous investissez en France, visez des biens tangibles, non délocalisables mais utiles. Terres agricoles, forêts, parkings. Enfin, investissez dans votre autonomie. Si l'État recule, vous devez avancer. Soyez moins dépendant des réseaux publics. Produisez une partie de votre énergie. Ayez des compétences valorisables hors du salariat classique. Tissez un réseau de solidarité locale. La meilleure protection contre l'effondrement des services publics est la capacité à s'en passer temporairement. Votre capital humain et social est le seul actif que le fisc ne peut pas taxer. La lucidité est une arme. Le modèle français, basé sur la dette perpétuelle et la dépense publique illimitée, est arrivé au bout de son histoire. Les mathématiques financières sont en train de reprendre leurs droits sur les promesses politiques. Les 3 000 milliards de dettes ne sont pas un chiffre abstrait. C'est le mur vers lequel nous fonçons à toute vitesse. Le choc sera social, fiscal et patrimonial. Ceux qui refusent de voir cette réalité seront les victimes du réajustement. Ils subiront l'inflation, les hausses d'impôts et le blocage de leur épargne en se demandant pourquoi l'État ne fait rien. Ils n'auront pas compris que l'État ne peut plus rien faire, car il est lui-même le problème. Mais pour ceux qui acceptent de regarder la vérité en face, il y a de l'espoir.
La crise est aussi une opportunité de rebattre les cartes, en prenant des mesures dès aujourd'hui, en diversifiant, en sortant du système bancaire traditionnel, en investissant dans le réel. Vous pouvez non seulement protéger ce que vous avez construit, mais aussi prospérer dans le nouveau monde qui émerge. La France est un beau pays, mais c'est un mauvais coffre-fort. Aimez la France, vivez-y si vous voulez, mais ne lui confiez pas aveuglément votre avenir financier. Prenez les commandes. Le temps de l'insouciance est fini, le temps de la responsabilité individuelle a commencé.